vais laisser le docteur Leroy parler. Je vais essayer de vous faire, je dirais, un petit bout de présentation, peut-être pas trop compliqué, mais surtout pour expliquer pourquoi les choses existent comme elles sont. Hem, Dans toutes les vaccinations, on a en fait une double composante, une protection personnelle que souvent les uns et les autres considèrent comme effectivement l'élément, essentiel. D'ailleurs, de façon presque un peu miraculeuse, certains considèrent que quand on est vacciné, on est protégé. Ça n'est pas tout à fait vrai. Beaucoup de vaccins ne protègent pas à 100 les individus et c'est pour ça qu'on cherche ce qui s'appelle l'efficacité vaccinale. Mais il y a une deuxième composante qui est intéressante aussi à connaître, qui est la protection de l'entourage ou le fait que justement, on puisse bénéficier de la protection des autres. Dans votre cas, c'est important. Alors, je vais vous donner rapidement 2 exemples. Le tétanos, la vaccination contre le tétanos, vous avez à la suite de plusieurs rappels, une très bonne immunité, une très bonne protection personnelle. Par contre, vous ne protégez absolument pas votre entourage du risque de tétanos, sauf peut-être dans le cas effectivement de la grossesse et de l'accouchement, où il y a effectivement à ce moment-là des anticorps qui passent de la mère à l'enfant. Mais sinon, vous ne pouvez pas protéger cet enfant pour toute sa vie durant, parce que vous êtes protégé et le germe du tétanos est dans la terre, et donc vous ne pouvez pas protéger les uns et les autres, je dirais, du tétanos. Par contre, en entretenant votre vaccination, vous continuez à être protégé, vous. Deuxième exemple, qui est l'exemple de la coqueluche, où effectivement on essaye de vacciner, je dirais, les femmes enceintes, ou en tout cas avant leur grossesse, puisqu'il y a un rappel de coqueluche à 25 ans, et où on espère que justement l'entourage d'un nouveau-né qui, lui, ne peut pas encore être protégé, parce que vous savez que la première dose est réalisée à 2 mois, théoriquement, et puis ensuite à 4 mois. Et donc, il y a une période de 4-5 mois pendant laquelle le nouveau-né ne peut pas être effectivement protégé contre la coqueluche par la vaccination. Eh bien, on essaye en fait d'empêcher la transmission de la coqueluche en vaccinant toutes les personnes qui vont l'approcher. Et donc, on a une stratégie de cocooning qui existe également vis-à-vis de la grippe. Mais voilà un bon exemple, parce que la coqueluche est le plus souvent transmise par les adultes et la fratrie qui entoure un nouveau-né. Troisième et dernier exemple, c'est un virus, c'est celui de la rougeole. Vous êtes protégé avec une assez belle efficacité de la vaccination, autour de 95 mais il y a 5 des gens qui n'ont pas, en fait, qui se croient protégés, qui ne le sont pas. Et le virus étant essentiellement humain, aujourd'hui, quand on est protégé, quand on a effectivement été vacciné, on n'attrape pas la rougeole et on ne peut pas la transmettre. Et malheureusement, on a des exemples dans le sud de la France où la couverture vaccinale contre la coqueluche n'était pas très bonne. C'est un peu amélioré, mais elle reste pas suffisante. De personnes qui sont immunodéprimées, une jeune femme qui avait 23 ans, qui avait été greffée cardiaque et qui malheureusement est décédée de la coqueluche parce que son entourage lui a transmis à l'âge de 23 ans, qui est décédée donc de la rougeole. Et on est dans, vous voyez, ces deux composantes avec, je dirais, tous les exemples de l'intérêt. Alors sur le Covid, on savait par les essais cliniques avec plus de 20 000 personnes qui sont souvent dans ces essais que effectivement le vaccin marche plutôt bien. Alors entre 95% et puis 60-70% selon le type de vaccin. Par contre, la protection de l'entourage était toujours quelque chose qui restait un petit peu, je dirais, interrogatif, parce que il est difficile de savoir si on est totalement protégé ou si effectivement on peut quand même un peu transmettre. Et ce sont les études de vie réelle qui ont permis justement d'apporter cette notion de la protection de l'entourage grâce à la vaccination. Alors, pourquoi on a vacciné les personnes les plus âgées? Tout simplement parce que 80% quasiment, les plus de 75 ans représentaient les gens qui décédaient du Covid. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien chez les autres, hein, mais c'était effectivement notamment les personnes de plus de 75 ans qui représentaient malheureusement ceux qui avaient les Covid les plus graves et qui payaient un très lourd tribut à cette nouvelle maladie. Alors, si on regarde ça en termes de population, on voit effectivement, ce n'est pas les plus de 60 ans qui sont les plus nombreux, mais vous voyez que c'est dans les plus de 60 ans qu'il y avait le plus de décès, d'ailleurs, avec une prédominance chez les hommes. Et puis, dernier facteur de risque évident qui sautait à la vue, c'est celui effectivement que quand on vit dans une institution en EHPAD, on est particulièrement vulnérable, puisque à peu près presque 50% des morts ou 40% des morts qui malheureusement étaient observés étaient des gens qui vivaient en collectivité. Et du coup, vivre en EHPAD et être âgé était vraiment un facteur de risque très important. Ça a bien sûr orienté, entre guillemets, la stratégie, je dirais, de vaccination, qui a été très contrainte au début, puisque
Vous voyez ici les doses cumulées que l'on commence à avoir. Là, fin juin, on est censé avoir à peu près eu 26 millions de doses. Le Moderna, vous voyez qu'on en a eu très, très peu. On en avait très, très peu. l'AstraZeneca, malheureusement, on peut pratiquement diviser par 2 le nombre de doses que le laboratoire était en mesure de nous fournir. Le CureVac, qui devait en fait avoir existé, eh bien, n'a jamais pu être commercialisé. C'est un vaccin qui n'a pas passé la barre de l'efficacité. Et puis, il y avait le Johnson Johnson qui est apparu et dont vous savez qu'il a rejoint en fait AstraZeneca en termes d'effets indésirables et du coup qui a été un peu boudé. Et on aura peut-être à la fin de l'année effectivement un vaccin différent chez Sanofi. Il y a d'autres vaccins qui existent dans le monde, hein, on ne les a pas tous commandés au niveau européen. Mais vous voyez que pour la fin de l'année, en théorie, on avait 225 millions de doses. On en aura beaucoup moins puisque vous pouvez déjà exclure les 34 millions de doses du CureVac qui ne sera jamais livré. Qui est éligible à la vaccination aujourd'hui? Toutes les personnes de plus de 11 ans peuvent effectivement recevoir un vaccin et à partir de 55 ans, on peut recevoir l'AstraZeneca ou le Janssen, en plus du Moderna et du Pfizer que tout le monde peut recevoir. Alors, je vous ai laissé ces diapos qui sont peut-être un tout petit peu difficiles, mais je vais essayer de vous expliquer. On a ici, en fait, la barre, je dirais, des risques relatifs. En gros, fumer, vous voyez, est parfois, dans certaines études, protecteur et dans d'autres, au contraire, un facteur de risque, puisqu'on est autour du 1. Le 1 étant la position neutre, vous multipliez votre risque par 1, c'est-à-dire que vous avez le même risque que tout le monde. Vous avez effectivement aussi, je dirais, des relations. Donc, les femmes avaient un facteur de risque autour de 1, alors que les hommes ont un facteur de risque de 2. On n'est pas égaux face au coronavirus. On sait que les hommes, vous l'avez vu sur la pyramide des âges tout à l'heure, étaient plus souvent atteints. Donc, vous voyez que l'obésité est également en fonction en fait, du stade, quelque chose qui augmente votre facteur de risque et vous avez effectivement un facteur de risque qui grimpe à 2. Alors, je ne vais pas tous les commenter parce qu'il y en a beaucoup, mais je vais essayer de commenter celui-là parce que vous êtes intéressé par le Reduced Kidney Function, c'est-à-dire les insuffisants rénaux. Vous voyez que quand on est insuffisant rénal, on a un facteur de risque autour de 1,8, 1,9. Quand vous avez une transplantation d'organes, on a un facteur de risque de faire un Covid grave qui monte autour de 5, selon les études. Il y a une fourchette d'efficacité, enfin de risque qui est plus ou moins importante. Vous voyez que les gens qui ont des problèmes cardiaques ont un facteur de risque un petit peu inférieur. Donc, vous êtes, en tant que malade rénaux, concerné, soit parce que vous avez une insuffisance rénale, soit parce que vous avez une insuffisance rénale qui, aujourd'hui, est traitée avec effectivement une greffe rénale, donc une transplantation d'organes. La diapo qui est juste, que vous avez entreaperçue, je vous la commenterai un peu plus tard, c'est une diapo un peu compliquée. Alors, où on en est aujourd'hui? On en est aujourd'hui, ce que vous voyez, c'est-à-dire effectivement des chiffres qui sont plutôt intéressants. On a presque 90% des gens qui ont plus de 65 ans qui ont reçu effectivement au moins une dose. Il y a à peu près 85% qui ont reçu 2 doses. Et malheureusement, on ne progresse plus beaucoup chez les 75 ans et plus, puisqu'on est un peu en train de stagner autour de 86-87%. On a gagné quelques pourcents là, dans le dernier mois, mais on n'a pas du tout progressé rapidement. Là où on progresse rapidement, c'est sur ces nouvelles tranches d'âge qui ont été appelées à la vaccination il y a peu de temps. Et puis, sur les 0-17 ans, alors ces 0-17 ans, et notez donc que les 0-12 ans, 11 ans en tout cas, ne peuvent pas être vaccinés à l'heure actuelle et qu'on ne peut vacciner que les 12-17 ans actuellement. Et là, vous voyez qu'on tourne autour de 17-18% en première dose. Tout ça pour vous dire quoi? Alors, ce sont des chiffres qui sont un peu normands, que j'ai normandisés, pardon, mais qui ont un intérêt, qui montrent quoi? Vous êtes ici en octobre 2020, ce sont des chiffres d'incidence. Donc, l'incidence, c'est le nombre de maladies. Vous voyez qu'on a eu un pic en novembre, ça vous savez, c'est effectivement le deuxième pic. Et puis, ce que vous voyez aussi, c'est qu'effectivement, sur la courbe des plus de 80 ans, et en bleu ici, on avait un deuxième pic en janvier. Janvier, c'est la période où on a commencé en fait à faire la vaccination. Et ce que vous observez dans cette période de fin janvier, on va dire fin février, grosso modo, sur le mois de février essentiellement, eh bien, on a une réduction très, très importante de cette courbe qui était vraiment passée nettement au-dessus, qui est passée nettement en dessous, qui stagne maintenant en dessous, alors que la courbe des 20 à 39 ans est maintenant effectivement nettement au-dessus.
Et donc, vous voyez que l'incidence, par exemple, chez les 20-39 ans, elle est autour de 250, alors que chez les plus de 80 ans, elle est encore en dessous de 50. Et donc, ça rejoint ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, au-delà de 50, il y a effectivement une situation d'alerte, et que malheureusement, vous voyez qu'en août, eh bien, on est en train effectivement de vivre une quatrième vague que l'on peut, je dirais, pratiquement lire sur le graphique. Alors, je vous ai supprimé ce qui était avant octobre 2020, parce qu'il y en avait, mais pour grossir un peu plus. Là aussi, vous voyez en fait un graphique animé qui va vous montrer ce qui se passe depuis le mois de juillet. Vous voyez que le sud de la France s'allume, que l'Aquitaine s'est allumée, et puis on progresse pour arriver jusqu'au 6 août, et au 6 août, eh bien, on a une incidence de 219 en moyenne en France. Et donc, voilà la dynamique, je dirais, de l'épidémie qui a suivi en fait les lieux de vacances, peut-être aussi les lieux dans lesquels il y a eu un relâchement en fait des mesures barrières. Vous voyez que l'Île-de-France n'est pas effectivement indemne et que le Calvados, en ce qui nous concerne, est effectivement très concerné. Que ceux qui sont à Paris se rassurent, tout Paris n'est pas arrivé dans le Calvados, mais on pense quand même que les vacances parisiennes dans le Calvados sont un peu responsables de cette mise en rouge du département du Calvados. Alors, si on regarde la couverture vaccinale, eh bien, on a effectivement une couverture vaccinale dans certaines régions qui aujourd'hui atteint à peu près les 71-72%, une moyenne nationale qui est effectivement plus faible que ça. Deux départements qui sont, j'allais dire, malheureusement en tête, parce que j'aimerais que tout le monde soit en tête, mais Bretagne, Normandie et puis région Aquitaine sont effectivement les trois départements qui, depuis longtemps, ont en fait un pourcentage, une couverture vaccinale qui est plutôt très bonne, sachant qu'évidemment, c'est beaucoup plus facile de faire des choses en Normandie. Vous voyez sur la droite, la Normandie est ici. Vous avez, je dirais, 2 millions de doses, 2,5 millions, 3 millions de doses, alors qu'en Île-de-France, avec presque 10 millions de doses, vous avez en fait une mauvaise couverture vaccinale. Il est évident que plus le nombre de doses à administrer est important, plus évidemment c'est difficile de progresser rapidement. Et vous voyez malheureusement aussi les couvertures vaccinales des territoires ultramarins, comme on dit, qui ne dépassent pas les 20%, ce qui vous explique malheureusement très bien ce qui se passe en Martinique et Guadeloupe à l'heure actuelle. Et pourquoi on parle de ça? Parce qu'effectivement, il y a des variants. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un variant? La représentation très symbolique du virus du Covid est effectivement ici. Donc, vous avez en fait une espèce de capsule qui contient un code génétique. Et puis, vous avez ici en fait ce qu'on appelle des spicules, des protéines spike. Et ces protéines spike sont responsables de l'adhésion du virus à nos cellules respiratoires, notamment sur un récepteur qui s'appelle la CE2, ce qui n'a aucune importance, mais on sait qu'il y a en fait une structure qui est particulièrement réceptive aux protéines spike et qui permet la liaison de ces protéines spike et donc du virus avec effectivement nos cellules respiratoires. Et c'est cette zone qui, lorsqu'elle se modifie, bien compromet ou améliore l'efficacité du virus, sa capacité à se lier aux cellules, ou compromet l'immunité, c'est-à-dire que les anticorps qui se fixent normalement sur cette zone et qui empêchent l'adhésion du virus, voire détruisent éventuellement le virus, sont perturbés puisqu'il peut y avoir effectivement des changements de conformation géographique. Alors, vous voyez cette espèce de petit lacet qui est en fait responsable justement de cette clé qui rentre dans une serrure, c'est comme ça qu'il faut se le représenter. Et de temps en temps, quand effectivement la clé est un peu différente, nos anticorps sont susceptibles de moins reconnaître, je dirais, le virus, et du coup, malheureusement, d'être moins efficaces pour éviter ça. Alors, voilà ce qui se passe. Vous voyez le mois de juin, et puis malheureusement, ce qui est arrivé en Angleterre est arrivé aussi effectivement en France et va se produire dans toute l'Europe. L'Allemagne commence à être touchée. On a en fait un variant qui est dit maintenant Delta, mais qui correspond en fait au variant indien, qui est très prédominant, qui a quasiment remplacé complètement le variant anglais, on appelait anglais, qui s'appelle Alpha maintenant, ou le variant entre guillemets historique, c'est-à-dire la souche historique. Et c'est cette nouvelle souche qui est beaucoup plus affine pour nos cellules respiratoires, qui aujourd'hui a pris largement effectivement le pas. Alors, pour lutter contre ça, on a 4 vaccins, vous le savez, qui sont possibles, le Pfizer, le Moderna, l'AstraZeneca et le Janssen. 2 sont ARN messagers, les 2 autres sont à vecteurs viraux. Et pour l'instant, en Europe, nous n'avons que ces 4 vaccins, et c'est en tout cas reconnu au niveau européen. Il existe d'autres types de vaccins à l'étranger.
Dans certains pays d'Europe aussi qui connaissaient une situation un petit peu dramatique, comme la Hongrie, il a été autorisé, par exemple, d'utiliser le vaccin Sputnik. Mais le Sputnik est en fait un vaccin vecteur viral qui est donc dans la même catégorie que le Janssen et l'AstraZeneca. Et puis, vous avez en fait des vaccins comme le Sinovac ou le Calovac qui sont effectivement des vaccins d'origine chinoise qui, eux, sont technologies anciennes, mais effectivement qui fonctionnent, qui sont notamment utilisés dans un certain nombre de pays du Maghreb. Et puis, aux États-Unis, encore un autre type de vaccin, puisque le Novavax est en train d'apparaître. Et c'est un vaccin qui est très proche, qui sera très proche probablement du vaccin de Sanofi, avec en fait ce qu'on appelle des fractions protéiques, qui ressemblent plus à un vaccin contre la grippe. Voilà. Alors, le mécanisme d'action de nos vaccins à l'heure actuelle, il est très, très simple, en fait. Vous avez en fait un petit message qui est enfermé dans une micro-gouttelette de graisse. Cette micro-gouttelette de graisse a pour intérêt, premièrement, de protéger ce petit code génétique qui est fragile, qui est rapidement détruit par la lumière, détruit par effectivement tout un tas d'enzymes qui sont dans la nature autour de nous, évidemment dans notre sang, dans notre circulation sanguine. Cette petite gouttelette de graisse va favoriser la fusion justement avec nos cellules, et c'est à l'intérieur de notre cellule que ce micro-message va être effectivement délivré, et c'est un mode de fonctionnement habituel de nos cellules, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de nos cellules, eh bien, il y a des messages d'ARN, ARN messagers, qui sont envoyés à un certain nombre d'organes dans la cellule qui fabriquent des protéines et qui nous font vivre au quotidien. Et c'est ces protéines qui sont produites, qui sortent de la cellule, qui partent effectivement dans la circulation sanguine. Et là, l'astuce a été d'être capable de, je dirais, prouver comment dire à nos cellules de fabriquer les protéines spike, parce que ça permet d'aller beaucoup plus vite. Il suffit en fait d'assembler, je dirais, ce message, de le délivrer à l'intérieur de la cellule, et après, nous fabriquons les protéines spike, alors que dans le principe des virus, des vaccins habituels, c'est plutôt effectivement la mise en place des protéines elles-mêmes qui nécessitent des étapes de purification et qui prend plus de temps, qui en fait est responsable de l'immunité. Évidemment, quand les protéines spike sont libérées dans le flux sanguin, dans notre sang, eh bien, notre système immunitaire va reconnaître ces protéines spike qui ne sont pas des virus, qui sont juste des petites massues qui permettent au virus de s'attacher à nos cellules respiratoires. Et c'est effectivement la reconnaissance de ces massues qui permet effectivement, quand on a produit, je dirais, des anticorps, de neutraliser les virus et ou en tout cas d'empêcher que ces virus puissent adhérer aux cellules respiratoires. Donc voilà, ça c'est le principe des ARN messagers, des vaccins ARN messagers. Il faut le dire, puisque ce sont des micro-gouttelettes de graisse, et vous savez qu'un vaccin, ce n'est pas de la graisse, c'est effectivement une solution en eau, si vous voulez. La nécessité d'utiliser du PEG 2000, le PEG 2000, permet en fait de solubiliser des gouttelettes de graisse. Sinon, ça fait des yeux de chat, comme on dit. Hein. Et donc, c'est ce PEG 2000 qui, malheureusement, est responsable d'un certain nombre de réactions allergiques et qui pose problème, mais qui est inévitable à l'heure actuelle, parce que c'est ce qui permet de mettre ces nanoparticules lipidiques, micro-gouttelettes de graisse, si vous préférez, en solution, dans de l'eau, dans un vaccin, et de permettre justement que, eh bien, quand on fait l'injection intramusculaire, eh bien, en fait, ce petit code génétique rentre dans la cellule pour fabriquer les protéines spike. Et la différence avec les vecteurs viraux, c'est simplement qu'au lieu que ça soit une gouttelette de graisse, c'est un petit virus qui est connu comme étant ou inactif chez l'homme, ou actif éventuellement chez le singe, ou en tout cas qu'on a empêché d'être capable de se répliquer, mais qui contient cette information génétique, qui est la même information génétique. Et du coup, ces virus colonisent nos cellules respiratoires, mais sans se développer, sans provoquer une maladie, et va délivrer évidemment son code génétique pour provoquer la fabrication de protéines spike, exactement comme effectivement dans l'ARN messager. Ces protéines spike vont être reconnues dans le système immunitaire et provoquer exactement la même chose. Donc, vous voyez, il y a des différences qui sont importantes, évidemment, puisqu'il y en a un qui est transporté par des micro-gouttelettes de graisse et l'autre est transporté par effectivement un virus. Mais au bout du compte, l'idée, c'est d'apporter un petit message génétique qui va être interprété par nos cellules pour fabriquer des protéines spike, pour fabriquer des composants qui vont être reconnus par notre système immunitaire et nous permettre d'avoir effectivement une immunité. Alors, je vais juste me permettre de faire ça parce que c'est intéressant. Lorsqu'on fait une vaccination homologue, c'est-à-dire par exemple 2 vaccins ARN messagers, eh bien, on sait aujourd'hui qu'effectivement, on produit en fait des anticorps
de façon assez importante, alors que quand on fait une vaccination homologue avec des vecteurs viraux, eh bien, on a tendance à avoir une bonne stimulation du système immunitaire, et notamment, l'immunité, c'est un peu compliqué. Il y a d'un côté les anticorps, et puis de l'autre côté, les cellules immunitaires qui sont responsables d'une immunité, les CD4 et CD8. Et malheureusement, ça, c'est la partie qui n'est pas la plus facile à distinguer. C'est-à-dire qu'on n'ose pas, en fait, les cellules immunitaires responsables de l'immunité, mais on sait que les vaccins à vecteurs viraux vont plus jouer sur les cellules que sur, effectivement, l'immunité humorale. Et donc, du coup, quand vous faites une prise de sang, vous voyez facilement les anticorps, vous ne voyez pas forcément, effectivement, je dirais, l'immunité cellulaire. Il y a même des personnes pour lesquelles on ne détecte pas d'anticorps et qui ont une protection. C'est un exemple qui est très connu sur l'hépatite B, où il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas d'anticorps contre l'hépatite B. Mais par contre, quand effectivement leur sérum est mis en solution, je dirais, contre une culture de virus, eh bien, vous voyez qu'en fait, le virus ne se développe pas et qu'il est même neutralisé, alors qu'il n'y a pas d'anticorps dans leur sérum. Et du coup, vous voyez bien évidemment qu'il y a des gens qui ont reçu, en fait, d'abord un vaccin à vecteur viral, genre AstraZeneca, éventuellement Janssen, mais Janssen se fait en une dose à l'heure actuelle. Et pour des raisons effectivement d'efficacité, on leur a recommandé en fait de faire une vaccination ARN messager, et du coup, on a un mix de ça. Ça pourrait vous intéresser parce que ça fait partie peut-être des solutions. J'ai passé assez vite. Vous avez la composition avec le POG2000 dont j'ai déjà largement parlé. Ici, vous avez les essais cliniques tels qu'en fait, ils ont été présentés. C'est très simple. L'efficacité, elle a été déterminée parce qu'on a observé 8 cas dans le groupe de ceux qui ont reçu le vaccin contre 162 cas de Covid. Dans ceux qui, au contraire, ont reçu le placebo, c'est des essais contre placebo, et du coup, ça vous donne cette efficacité à 95%. À noter quand même qu'il y avait, malgré effectivement la très belle efficacité à 95%, un cas sévère dans le groupe des gens qui ont reçu le vaccin, et c'est pour ça que cette efficacité est à 95%, c'est parce qu'il est quand même possible, malheureusement, de faire la maladie, et y compris, éventuellement, mais c'est très rare, d'avoir effectivement une maladie sévère, alors qu'il y avait 9 cas très sévères dans le groupe placebo, donc il n'y a pas photo entre les deux groupes. Il est évident que le vaccin a une très belle efficacité. À l'époque, c'était très difficile de demander aux gens pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, de faire des tests systématiques. Et donc, on n'avait pas la réponse sur les formes asymptomatiques, sur les gens qui faisaient évidemment un Covid asymptomatique. Et c'est pour ça qu'on ne sait pas très bien, à partir, entre guillemets, des essais cliniques, premiers essais cliniques, l'efficacité sur la possibilité de transmettre la maladie. Depuis, on sait qu'effectivement, c'est beaucoup mieux et c'est effectivement quelque chose qui est confirmé. On a effectivement, dans l'entourage, par exemple, des soignants, vu diminuer considérablement, effectivement, le risque de transmettre la maladie. Il y a même à l'heure actuelle un calcul qui se fait. Vous avez 12 fois plus de chances d'attraper le Covid lorsque vous n'êtes pas vacciné que lorsque, effectivement, vous êtes autour de de personnes qui sont vaccinées. Et donc, c'est important de se vacciner, même si ce n'est pas 100% efficace pour éviter effectivement la maladie. On est effectivement sur quand même quelque chose qui est nettement plus efficace. Juste un mot pour dire qu'au tout début, eh bien, aux États-Unis, on a observé en fait que la moyenne d'apparition des effets indésirables, c'était 13 minutes, d'où les 15 minutes de surveillance. Il faut regarder ce risque d'anaphylaxie qui est de l'ordre de 11 par million, à comparer avec les allergies alimentaires qui sont de l'ordre de 79 par million et par an, en ce qui concerne les Français, et de 100 par million d'anesthésiés en France. Donc, vous voyez que c'est un risque qui existe bien, mais qui effectivement est quand même beaucoup plus faible que celui de manger. Et malheureusement, on sait que effectivement l'anaphylaxie aux États-Unis est plus importante, notamment parce qu'il y a une consommation de cacahuètes qui est plus importante. Séverine a une question à poser. Oui, tout à fait. Donc, bonsoir, docteur Leroy, et merci beaucoup. C'était très clair en ce qui me concerne. Alors, moi, je suis en dialyse et ce qui m'a vraiment étonnée, c'est qu'après 3 injections, à chaque fois, j'ai demandé au néphrologue s'il était possible de faire une sérologie pour détecter le spike. Et à chaque fois, ils m'ont dit non parce qu'on n'a pas de référence pour vous dire de toutes les façons, quel que soit le résultat, on ne saura pas vous dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Alors du coup, bon, j'ai quand même fini la 3e injection, là, c'était début mai. J'ai fait une sérologie fin juin. Je suis à 2691. Bon, effectivement, ça ne me parle pas. Mais
Je voulais savoir, Alors, quelqu'un de normal, combien il a à peu près, est-ce que je suis protégée quand même? Alors, je ne sais pas si vous êtes protégé parce qu'aujourd'hui, effectivement, l'immunité n'est pas que la mesure des anticorps. Ce que je peux vous dire, c'est quand même qu'avec 2691, vous avez a priori un taux d'anticorps élevé, ce qui laisse penser quand même que vous avez effectivement une protection, mais il y a en fait ce qu'on appelle le corrélat de protection qui est, en gros, on va prendre plusieurs milliers de personnes et on va regarder ceux à partir duquel il y a pu y avoir effectivement un risque de Covid et ceux à partir duquel on ne voit plus beaucoup de Covid. Et ce corrélat, ce seuil, si vous voulez, de protection, n'est pas établi aujourd'hui en ce qui concerne la vaccination contre le Covid, avec le Pfizer, le Moderna et tous les autres vaccins qui existent. Et donc, on n'a pas ce corrélat de protection et personne ne peut vous dire que vous avez une bonne protection avec 2600. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez quand même effectivement visiblement beaucoup d'anticorps. Il y a des gens qui sont autour de 100, 200, ce qui est faible, et personne ne sait s'ils sont protégés, mais je ne peux pas vous le dire non plus à 2600. C'est seulement beaucoup plus probable à 2600 qu'à 100. Voilà. Et donc, il faut se méfier parce que, encore une fois, je vous l'ai montré, il y a ces deux composantes, l'immunité cellulaire et l'immunité humorale. Et il semble bien, effectivement, que les vaccins ARN messagers jouent beaucoup sur l'immunité humorale. Qu'à partir de la deuxième dose, il y a effectivement une mise en route de l'immunité cellulaire dans les vaccins ARN messagers, mais de façon probablement moins prédominante qu'avec en fait les vaccins effectivement à vecteurs viraux. Donc, une sérologie permet de savoir que vous avez des anticorps, mais pas plus. D'accord. Et cette Alors référence, après, vous savez quand on l'aura, quand on la connaîtra, cette référence? non, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui les uns les autres ne veulent pas effectivement statistiquement faire cette analyse. Après, il peut y avoir un problème qui est justement qu'en fait, il y a une grande diversité des vaccins et pas un très grand recul non plus. Du coup, les sérologies commencent à apparaître, mais on n'a pas forcément beaucoup de gens qui ont eu des sérologies avant d'être malades. Parce qu'il faut en fait avoir évidemment cette sérologie avant d'être malade. Parce que vous avez bien compris que d'être contaminé par le virus va aussi provoquer effectivement des anticorps contre le spike. Et pas que. C'est la différence qu'il y a. Quand on fait l'analyse, entre guillemets, du sang d'une personne, on peut effectivement, pendant un certain temps, détecter d'autres anticorps de type N. Le type N, c'est la capsule, si vous voulez, c'est la nucléocapside. Et donc, les anticorps de type N signent une infection par le virus, alors que les anticorps de type S nous renseignent sur le fait que vous ayez été vacciné. Et quand le N n'est pas présent, c'est que ce n'est pas le virus, c'est donc le vaccin. Donc, aujourd'hui, personne ne peut vous dire, par exemple, que ceux qui ont des N sont mieux protégés que les S. On le pense, et on pense que certains vaccins pourraient mieux protéger si ils avaient effectivement une efficacité, pas que sur le S. Et donc, il y a eu des essais à un moment pour essayer de voir si on pouvait trouver autre chose que la protéine S pour effectivement immuniser les gens. Ok, très bien. Voilà. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est que la sérologie ne suffit pas pour vous garantir ou pour vous dire si vous avez vraiment une protection. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, vous êtes un peu différent, d'ailleurs, en tant que groupe de malades, je dirais, parce que vous avez l'habitude d'avoir des sérologies, vous avez l'habitude d'avoir des prises de sang. En France, il est exceptionnel de doser, par exemple, les anticorps contre la rubéole, la toxoplasmose, contre effectivement la rougeole, contre le tétanos, contre la diphtérie, contre la polio, contre voilà, les pneumocoques et ainsi de suite. C'est des choses qui se font dans d'autres pays beaucoup plus. Là où peut-être d'ailleurs les sérologies sont moins chères que les vaccins, en France, les vaccins sont particulièrement peu chers. Et donc, du coup, on fait très peu de sérologie. Je vous remercie beaucoup en tous les cas. Vous avez répondu à ma question. Merci bien. Merci, docteur. Il y a Alice qui a posé une question dans le chat. Alice, est-ce que tu peux poser ta question ou... J'ai fait une sérologie donc, qui a montré un résultat de 593 après la 3e dose. Sauf que depuis le CHU, on ne sait pas trop quel est son rôle et comment ça s'organise. Le fait de savoir si on est éligible à une 4e dose ou pas, si elle est mise en place ou pas. Enfin, moi, c'est plus au niveau procédural que ça me pose question. Voilà. Alors, au niveau procédural, la réponse, c'est il n'y a pas de recommandation de 4e dose. Il faut être clair.
Aujourd'hui, ça n'existe pas. Il y a d'ailleurs un certain nombre d'infectiologues qui disent que les gens qui ne réagissent pas à 3 doses, à la stimulation de 3 doses, ou très très faiblement, ce n'est pas votre cas. Hein. Vous êtes déjà, 590, c'est moins bien que 2600. C'est malheureusement les mathématiques qui nous le disent. Mais je ne peux pas vous dire non plus que vous n'êtes pas protégé. Et donc, je ne sais pas à partir de combien on peut être protégé. Mais vous avez réagi. Ça, ce qui est important, c'est voir que là, vous avez le témoignage d'une réaction. Alors, est-ce que ça vous protège complètement d'un risque de Covid grave? Je ne sais pas. Après, il faut aussi mesurer ça. Ça, c'est un élément qu'on n'a effectivement pas discuté. Mais la vaccination protège très bien du risque de Covid grave et pas ou très peu du risque de Covid asymptomatique. On sait qu'il y a effectivement un certain nombre de gens qui peuvent, je dirais, avoir le virus pendant un certain temps sans manifestation et qui vont peut-être même jamais avoir de manifestation. C'est ce que vous voyez avec les enfants, où on mesure entre 2 et 7 ou 8% des enfants qui ont eu un contact avec le Covid sans symptômes. Et donc sans test, évidemment, pour le savoir. Et vous imaginez bien que pendant les essais cliniques, c'est ce qui a été effectivement ennuyeux, c'est qu'un certain nombre de gens estiment en population générale que presque une personne sur deux n'a pas effectivement, je dirais, de symptômes. Alors, c'est ou très peu, ou des symptômes qui sont effectivement confondus avec, si vous avez effectivement, vous éternuez 3 fois, vous n'allez pas penser forcément que vous avez le Covid. Voilà. Donc, vous êtes effectivement dans cette situation un peu compliquée. Donc, la vaccination protège bien contre le risque de Covid grave. On ne sait pas encore très bien comment, en fait, elle protège vis-à-vis, je dirais, elle empêche le virus de circuler dans les organismes sans symptômes. Ça, aujourd'hui, ça reste encore un petit peu mystérieux. C'est d'ailleurs pour ça que le pass sanitaire, c'est bien, parce que ça atteste effectivement que les gens ont été vaccinés. Visiblement, dans l'entourage des gens qui ont été vaccinés, il y a beaucoup moins de risques d'attraper le Covid. Mais ça ne suffit pas. Il faut garder les mesures barrières, notamment quand on est dans une 4e vague. Et donc, il faut garder des masques, il faut garder des mesures de désinfection des mains, il faut garder effectivement une distanciation pour éviter effectivement de transmettre le Covid, notamment avec les gens qui sont particulièrement fragiles. Voilà, puisque effectivement, ceux-là sont aussi un peu plus à risque, que le vaccin est moins bien marché, les protège moins bien, évidemment. Donc, pour l'instant, pas de recommandation pour une 4e dose qui peut être proposée par certaines personnes qui auraient des sérologies, qui verraient les sérologies de leurs patients à 0, mais on est en dehors de toute recommandation. Et il faut se poser la question, parce que beaucoup ont réfléchi en fait avec effectivement la vaccination ARN messager chez les plus de 55 ans, puisqu'aujourd'hui on a cette limite, de voir s'il ne serait pas forcément intéressant de faire une vaccination hétérologue avec effectivement des vaccins vecteurs viraux, puisque vous avez vu qu'ils s'appuient sur des mécanismes de protection un peu différents de ceux effectivement des ARN messagers. Alors, je pense que dans l'essentiel, vous avez tous à 90% probablement reçu en fait essentiellement des vaccins ARN messagers plutôt qu'en fait peut-être une dose d'ARN de vaccin vecteur viral. Quel cas, effectivement, si vous avez fait ce qu'on appelle le boost hétérologue, ça pourrait être intéressant de voir. Pour l'instant, ce que je sais, c'est que les gens qui ont fait un boost hétérologue sont mieux protégés que ceux qui ont fait un boost homologue de vecteurs viraux, 2 AstraZeneca, par exemple. Voilà. Ça, c'est sûr. On a pratiquement maintenant cette évidence, c'est publié. Sur le plan scientifique, c'est admis, c'est partagé. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est si effectivement quelqu'un qui a fait un AstraZeneca, un ARN messager, est mieux protégé que quelqu'un qui aurait reçu 2 ARN messagers. Pour l'instant, on n'a pas encore cette réponse-là. D'accord. Oui. C'est très clair, parce que c'est vrai que moi, la question, c'était que le CHU avait été tout à fait d'accord pour prescrire une sérologie, mais c'est vrai que derrière, il n'y avait pas eu de suite. Donc, voilà, c'est vrai que s'il n'y a pas de réglementation, c'est sûr que le CHU reste peut-être aussi pour l'instant prudent et n'engage. Ils sont en train de réfléchir. Ouais. C'est intéressant d'avoir des listes pour voir effectivement qui répond pas, quels sont les traitements qui peuvent avoir effectivement interféré beaucoup avec la vaccination, un peu moins avec la vaccination. C'est intéressant aussi de savoir éventuellement quand vous avez peu d'anticorps, si vous avez eu un contact avec quelqu'un, avéré. Hein, voilà. Les anticorps monoclonaux qu'on n'a pas encore abordés existent déjà depuis maintenant quelques mois. Il est évident qu'ils ont une efficacité. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas très bien à savoir quand et à qui les donner en priorité. Alors, je vais vous dire que la priorité, c'est les gens les plus vulnérables, ça c'est évident, et vous êtes plutôt dans les gens les plus vulnérables.
quand, c'est la question. Est-ce qu'il faut les donner avant toute symptomatologie, juste effectivement après un contact? Si on les donne trop tôt, ils ne seront pas forcément aussi efficaces que si on les donne un petit peu plus tard. Et donc, il y a effectivement encore un certain nombre de choses qui sont en train de se déterminer sur effectivement les anticorps monoclonaux. Alors, les anticorps monoclonaux, c'est du curatif, c'est-à-dire que c'est en post-exposition. C'est quelque chose pour éviter de développer la maladie. Ce n'est pas quelque chose qui va pouvoir être fait toutes les semaines, parce que d'abord, ça coûte cher. Ensuite, effectivement, c'est des cures d'anticorps. Alors, il y a des fois où le nombre d'injections dépend en fait des produits qu'on utilise. Mais en tout cas, actuellement, généralement, il faut effectivement passer par un hôpital de jour. Donc, c'est 1 heure pendant 4 jours ou 5 jours avec le traitement de GSK. Roche, je vous avoue que je n'ai pas eu le temps de lire suffisamment, mais je pense que c'est la même chose. Il n'y a pas qu'une dose à administrer. Et donc, ce n'est pas du préventif. C'est pour éviter évidemment que la maladie apparaisse chez des gens qui seraient particulièrement à risque. Et donc, ce n'est pas un traitement préventif en soi, c'est plutôt du curatif, mais c'est un curatif préventif. C'est-à-dire que c'est un traitement qu'on administre avant que les gens soient malades. Il est peu ou pas efficace quand les gens sont déjà malades. D'accord, c'est très intéressant. Bon, on sent bien que de toute façon, c'est un temps de réflexion, là, un temps de latence. C'est une nouvelle possibilité, ouais, qui apparaît. Un tout petit mot sur la 4e dose également, parce qu'il y a quelqu'un qui a Séverine, qui a marqué que dans son centre, ils sont en train effectivement d'en parler. On en parlera forcément dans le sens que chez les gens qui sont plus vulnérables, on essaiera forcément à un moment de proposer une 4e dose, parce que les anticorps diminuent, parce que effectivement, tant que le virus sera présent, eh bien, on essaiera de faire une 4e dose. Est-ce que ça sera une 4e dose parce qu'on n'a pas réagi aux 3 premières? Je ne pense pas. C'est plutôt une 4e dose parce qu'en fait, on va avoir une diminution de l'efficacité des 3 précédentes. Aujourd'hui, c'est plus comme ça qu'il faut le comprendre, à mon avis. Oui, puisque maintenant, il s'agit même de l'administrer à des gens qui ne seraient pas fragiles comme on peut l'être quand on est en insuffisance rénale. Donc, ce serait, voilà, il y a encore des évolutions. Après, du coup, moi, j'ai une petite question par rapport au vaccin, au futur vaccin français de Sanofi. Est-ce que vous avez éventuellement je ne sais pas si vous en aviez déjà parlé, ou est-ce que vous avez des informations sur ce nouveau vaccin? Alors, on sait qu'il est en train de rentrer en phase 3. Une phase 3, ça prend effectivement un certain temps. C'est pas forcément, je dirais, le vaccin qui sera le plus efficace, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un nouveau type de vaccin, puisque c'est un vaccin qui est du même type que celui de Novavax, qui est effectivement une fraction protéique. Alors pourquoi je dis du même type que Novavax? Parce qu'il y a clairement une compétition entre les deux laboratoires, avec une capacité, je dirais, de production chez Sanofi qui produit plusieurs millions, même centaines de millions de doses de vaccins contre la grippe, et une technologie qui est très proche de celle de la grippe. Et le rêve de Sanofi, annoncé déjà depuis plus de 9 mois, était justement, effectivement, de grouper la vaccination grippe et Covid. Et donc, de ne plus faire qu'une seule injection pour la grippe et le Covid. Alors, il faut encore regarder les vrais chiffres d'efficacité qu'on connaîtra à la fin de la phase 3. Apparemment, ils sont assez contents, c'est-à-dire que dans les premiers essais où il y a effectivement des tests pour les dosages, des tests pour essayer de savoir la sécurité et la tolérance, mais il y a aussi des tests qui sont faits pour voir un petit peu comment sérologiquement les gens répondent. Apparemment, ils sont contents puisqu'il y a effectivement une bonne réponse sérologique après l'administration du vaccin. Mais c'est le nombre de malades, le nombre de personnes qui n'ont pas attrapé le Covid qui est le juge final. Et malheureusement, il faudra attendre le mois de décembre pour le savoir. En gros, on pense qu'on aura les conclusions, risquent d'être autour de la fin novembre, peut-être début décembre, ce qui est bien tard pour envisager d'avoir un vaccin groupé contre la grippe cette année. Ça sera effectivement forcément 2 vaccins séparés. Merci beaucoup. Pour les greffes, le langage est-il le même avec les traitements anti-rejet? Alors, je vous avoue. Allez-y. Oui, ma question était du fait de nos traitements anti-rejet, il semblerait que 50% des greffés ne créent pas d'anticorps. Et donc, automatiquement, après 3 doses de vaccin, on pourrait se dire qu'on est immunisé, et chose qui n'est pas vraie.
tout à l'heure, on parlait de 2000 ou de 290 molécules qui existeraient. Moi, je suis à 1,38. Alors, je ne sais pas si on parle le même langage ou pas. Voilà. Et lorsque je pose la question à néphrologue, justement, de dire 1,38, c'est quoi? J'ai pour l'instant pas de réponse parce qu'on dit, c'est vrai, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a pas d'échelle aujourd'hui qui existerait. Mais a priori, le néphrologue me dit, bon, soyez déjà rassurés, vous semblez créer des anticorps. Mais il est vrai que de nombreux, je dirais, autres patients ne créeraient pas ces anticorps. Et je dirais aujourd'hui, quand on dit qu'il ne faut plus mettre de masque, il faut, dès qu'on est passé avec son pass vaccinal, quoi, on peut aller n'importe où et n'importe comment. Je dirais, dedans, c'est de grosses questions qui peuvent se poser, de dire, est-ce que je vais être le petit bonhomme avec mon masque dans une assemblée où personne ne le porte, ou véritablement, je dois rester à la maison, même si, à la limite, j'ai les 3 doses de vaccin. Alors, première remarque, effectivement, je ne sais pas effectivement si les seuils, les dosages que vous avez eus sont les mêmes qu'un autre. Et effectivement, un 38, je ne sais pas très bien à quoi ça correspond. Il est possible que ça vaille 138 dans une autre situation. Il est possible que ça vaille 1300 éventuellement ailleurs. Hein. Donc, il y a effectivement un problème, je dirais, d'expression du résultat. Et comme on n'a pas de seuil de protection, évidemment, personne ne va vous marquer de normes. Et donc ça, vous avez bien compris. Mais attention, ce n'est pas parce que vous voyez très peu ou pas d'anticorps que vous n'avez pas de protection. C'est ce que j'expliquais sur l'hépatite B, qui est que, effectivement, alors, pour tout vous dire, c'était François Denis, qui est membre de l'Académie de médecine, qui est biologiste hein, et qui était PUPH à effectivement Limoges, qui me racontait, moi j'ai fait 36 fois la vaccination contre l'hépatite B et j'ai 0 anticorps contre effectivement l'hépatite B. Par contre, à chaque fois qu'il a fait des cultures, à chaque fois, eh bien effectivement, le virus de l'hépatite B ne se développe pas parce qu'il y a dans son organisme une autre voie de l'immunité qui le protège. Alors, il n'était pas particulièrement malade, il n'avait pas particulièrement de traitement hein, qui explique qu'il n'ait pas répondu. Mais quand on discute avec les spécialistes de l'immunité, qui sont vraiment des voies un peu particulières, on n'est pas forcément en médecine, on est éventuellement en biologie pure et dure, hein, on se rend compte qu'il est très difficile de dire comment une personne est protégée avec un vaccin. Il y a plusieurs mécanismes qui rentrent en ligne de compte. Et donc, dans votre cas, il est possible que vous ayez une protection, il est possible que vous n'en ayez pas, je ne peux pas le savoir. Et malheureusement, la sérologie ne peut pas complètement me rassurer aujourd'hui en ce qui vous concerne. Et je crois qu'il est prudent de vous dire de garder un masque au milieu de l'Assemblée. Mais dedans ma question est double, je dirais justement, on dit on a 3 doses de vaccin, donc ensuite on est immunisé. Et je dirais, si on ne fait pas, je dirais, ce test de sérologie, qui n'est pas préconisé en permanence, et qui n'est pas remboursé en plus de ça par la Sécu, même si on est à 100%, dedans on fait une grosse différenciation qui peut exister entre différents individus qui se croient protégés, qui ne sont pas. Et surtout avec notre traitement anti-rejet. Absolument, non, mais je peux rien vous dire de plus, malheureusement, effectivement. C'est bien le souci, c'est-à-dire que vous avez un nombre théorique de vaccins qui vous protège théoriquement, hein, mais à cause éventuellement du traitement, mais vous n'êtes peut-être pas seul, hein, parce qu'encore une fois, se souvenir que l'efficacité du vaccin, c'est 95%, ce n'est pas 100%. Donc, il y a des gens qui ont reçu le vaccin qui risquent de développer quand même un Covid grave et qui n'ont pas de problème de santé. Et effectivement, bon, à part conserver les mesures barrières et peut-être s'isoler, comme le suggérait Yves, quelle est votre opinion par rapport à ça et surtout par rapport au fait que, pour le coup, il y a quand même cette histoire en fait, d'avoir peut-être une forme grave et un décès derrière. Donc, c'était un petit peu pour avoir votre opinion, hein, tout en sachant que rien n'est certain. Et que finalement, ni les tests, ni finalement une 3e ou une 4e dose pourraient finalement répondre à notre question. Voilà. Oui, ça ne changera pas forcément effectivement la donne. Là, je crois que
En ce qui concerne l'isolement, c'était quelque chose qui est intéressant. Je pense qu'il y a des périodes dans lesquelles, comme actuellement, on est en pleine poussée épidémique, les plus fragiles doivent vraiment garder en tête qu'effectivement, distanciation sociale, mesures barrières, gel hydroalcoolique, peut-être isolement, j'ose pas parler de confinement, sont effectivement des choses qui seraient souhaitables. Parce que dans leur situation, effectivement, le risque est plus important. Je pense que dans le sens inverse, début juin, où on avait vu ce risque nettement diminuer, garder quelques mesures de précaution, c'est évident, mais effectivement, bien sûr, pas d'isolement. Et donc, en fait, je pense qu'il va falloir jouer dans l'avenir avec le fait on ne va pas effectivement dans une discothèque en enlevant son masque, malheureusement, quand on a effectivement des problèmes de santé, même si on a reçu 3 doses, parce que on n'est pas certain effectivement de ne pas risquer de faire un Covid grave. Et dans le sens inverse, on peut certainement sortir, on peut certainement profiter de beaucoup de choses à l'extérieur quand il fait beau, évidemment. En plein hiver, c'est forcément un peu plus difficile. Et puis, si on est dans un creux sur le plan effectivement épidémique aujourd'hui, les risques ne sont pas du tout les mêmes. Donc, ce n'est pas du tout la même chose d'être dans le nord de la France que actuellement de vivre dans le sud, par exemple. Clairement, il y a effectivement une différence. Quand on est au bord de la mer, quand on est sur je dirais, régions côtières, que si effectivement on est vraiment presque dans l'est de la France. Vous voyez, la différence, c'est que l'est de la France était considéré plus à risque il y a un an, et aujourd'hui, effectivement, on voit bien qu'il y a une incidence qui reste faible et modérée sur la partie de l'est de la France, alors qu'en fait, l'Aquitaine et la côte méditerranéenne sont nettement plus à risque. Donc, il va falloir jouer avec tout ça. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Anne, du coup. Anne, c'est à toi. Oui, bonjour. Ma question, en fait, ça porte sur ce que vous expliquiez tout à l'heure. Si j'ai bien compris, justement, c'est que les vaccins ARN, ils avaient plus d'influence sur le développement des anticorps, mais pas l'immunité cellulaire, moins en tout cas, c'est ça? C'est ça. Du coup, par rapport au virus ou je sais pas quoi. C'est ça. Non, mais c'est exactement ça. Est-ce que j'ai bien compris? L'autre voie de l'immunité, c'est effectivement l'immunité cellulaire. Et donc, c'est les deux grandes voies. Il peut y en avoir un petit peu d'autres et il peut y avoir des choses qui sont plus minoritaires. Mais les deux grandes, c'est ça. Et aujourd'hui, les vaccins ARN messagers jouent plus sur l'immunité humorale que effectivement sur l'immunité cellulaire, alors qu'en fait, les vaccins à vecteurs viraux joueraient plus sur l'immunité cellulaire que sur l'immunité humorale. Mais est-ce que ce ne serait pas plus intéressant de jouer sur l'immunité cellulaire? Parce qu'elle est plus durable, enfin, j'ai peut-être pas bien compris non plus, mais j'avais cru comprendre qu'on ne pouvait pas plus rapidement l'immunité humorale par rapport à l'immunité cellulaire. Alors, c'est vrai que l'immunité cellulaire, c'est en partie ce qui constitue ce qu'on appelle la mémoire immunitaire. En partie, parce qu'il n'y a pas que, effectivement, la mémoire immunitaire. Non, il y a effectivement une partie de cellules qui sont responsables de la destruction des virus, qui sont appelées lorsqu'il y a effectivement une mobilisation d'anticorps. Et donc, cette immunité cellulaire, elle est aussi importante pour la destruction des virus. Mais il y a aussi une partie effectivement d'immunité cellulaire. Alors, il faut savoir que la partie mémoire immunitaire, c'est quelque chose qui est intéressant, mais qui est un peu lent. Et donc, c'est une réaction qui, du coup, se mobilise un peu plus lentement que celle, effectivement, quand on a des anticorps qui sont tout de suite présents et qui vont tout de suite attaquer le virus. Non, parce que du coup, on ne sait pas la mesurer. En plus, c'est ça qui est difficile. D'après ce que j'ai compris, les techniques de mesure, c'est beaucoup moins simple que les sérologies qui mesurent les anticorps. On peut les mesurer, mais pas de façon routinière et pas de façon classique, oui. Ok. Des techniques de laboratoire. Et du coup, par rapport à nos sérologies qu'on a là, on a un instant T, mais dans 6 mois, on n'est pas sûr d'avoir les mêmes titrages d'anticorps, quoi. Alors, les anticorps ne disparaissent pas comme ça du jour au lendemain, ça, on le sait, mais effectivement, c'est un de nos problèmes, c'est-à-dire que effectivement, quand vous avez un taux d'anticorps, pendant combien de temps ça reste élevé, en combien de temps ça disparaît, et à partir de quel seuil vous êtes protégé, c'est toutes ces questions-là auxquelles il faut répondre pour pouvoir dire aux gens qui feraient une sérologie, ce n'est pas la peine effectivement de refaire une vaccination, ce n'est pas la peine de vous vacciner tout de suite.
J'ai une question aussi qui était dans la liste de questions. C'était par rapport, mais je pense que vous y avez déjà répondu pendant votre présentation, c'était le bénéfice-risque de la vaccination pour les personnes immunodéprimées. Alors, c'est une diapo que j'ai intégrée, puisqu'on a parlé de ça juste avant, en fait, que j'ai essayé d'intégrer, je dirais rapidement. Je ne sais pas répondre sur le Covid, mais par contre, ce que je sais, c'est très bien répondre effectivement sur la grippe. Sur la grippe, qui est quand même une situation qui, je dirais, est assez comparable, on voit très bien qu'effectivement, les personnes les plus âgées sont les plus à risque, les plus sensibles à la grippe, celles qui meurent le plus. Paradoxalement, ce sont aussi celles qui répondent le moins bien au vaccin contre la grippe. Donc, on est dans cette situation de personnes qui ont une immunité qui n'est pas très bonne et qui, effectivement, répondent pas bien à la vaccination, mais sont très à risque, effectivement, de virus grave. Et le fait d'être justement à risque de virus grave provoque justement cet intérêt, c'est-à-dire que ça l'emporte sur une population normale. Et donc, même si on répond un peu moins bien, même si effectivement on est un peu moins efficace, le vaccin est encore plus important parce que malheureusement la maladie a une fréquence qui est tellement élevée, beaucoup plus élevée chez les gens qui sont effectivement âgés pour la grippe, que c'est très intéressant de les vacciner. C'est même à partir de 65 ans qu'on a en fait justement ce glissement de l'intérêt, alors à condition de ne pas avoir de problème de santé. Et vous pouvez avoir à peu près le même raisonnement. Vous avez effectivement une insuffisance rénale, une greffe rénale, un sur-risque de maladie grave. Vous allez peut-être moins bien répondre, mais comme votre risque est multiplié par 2, par 4, par 5, par 6 ou par 9, eh bien, il est encore plus intéressant chez vous d'avoir un peu d'efficacité pour essayer de diminuer votre risque de justement de maladie grave. Donc, même si on sait que ce n'est pas aussi efficace, c'est encore plus intéressant d'être vacciné quand on a effectivement un sur-risque. C'est ça la réponse en général. Merci, docteur. Je voulais juste, je sais que la plupart d'entre vous le savent déjà, mais moi, quand j'ai eu le Covid, j'ai vraiment eu quasiment aucun symptôme et j'ai pu bénéficier donc en post comment dire, dépistage donc des anticorps monoclonaux. Je peux dire que après, j'ai fait là un test donc après avoir été donc avoir eu le Covid, après longtemps après les anticorps et monoclonaux, j'ai eu donc en fait, j'ai eu un résultat de 500, je crois, en termes de, comment dire, d'immunité, de sérologie, excusez-moi, donc ce qui est pas terrible non plus. Donc en fait, tout ce que vous dites me parle, même si on ne peut pas prouver effectivement l'effet réel du vaccin sur moi. J'ai quand même eu le Covid et je m'en suis plutôt pas mal sortie. Donc, c'est vrai que je dirais qu'effectivement, le bénéfice-risque, pour moi, il a été vraiment bénéfique, hein, si je peux dire, puisque je n'ai eu aucune séquelle et que je n'ai pas du tout une forme grave. Donc, je pense que c'est important de savoir que même si c'est 95% de réussite, bon, bah, on ne peut pas prendre le risque d'avoir, ne serait-ce que dans les 5%, la forme grave en vrai. Donc, si ça peut être juste ça, je dirais que c'est quand même important pour une personne fragile de passer ce pas ou en tout cas d'aller dans cette direction, au moins pour ne pas risquer la forme grave en fait. Aujourd'hui, en réanimation, les gens qui sont hospitalisés à cause du Covid sont à 90% des gens non vaccinés. Ça veut dire qu'il y a un petit pourcentage de personnes qui ont peut-être commencé la vaccination, qui ont peut-être fini la vaccination, mais à 90%, c'est les gens qui ne sont pas vaccinés. Alors, je ne vous ai pas dit que c'était des immunodéprimés, je ne vous ai pas dit que, mais dans les 10% qui restent, il y a notamment effectivement des gens qui sont à risque et on sait qu'ils réagissent moins bien effectivement à la vaccination. Des gens un peu âgés, des gens qui ont effectivement des problèmes de santé, des immunodéprimés parce qu'ils ont un traitement pour le cancer ou pour des choses comme ça, ou un traitement anti-rejet, puisque malheureusement, effectivement, le traitement anti-rejet, il a pour but de diminuer la réaction immunitaire vis-à-vis en fait d'une greffe d'organes. Et donc, il faut comprendre, je dirais, que le vaccin, c'est un des moyens de se protéger et que ce n'est pas ou, c'est et. On se protège, on porte des masques, on ne va pas effectivement dans des endroits en période justement particulièrement à risque. Et
Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller au bar ou au restaurant, parce que je pense qu'aujourd'hui, le risque, si vous voulez, avec des amis un peu triés quand même sur le volet, vous seriez effectivement sur une terrasse de restaurant ou de bar, je pense que ça ne pose aucun problème. Mais aujourd'hui, il faut faire attention, il faut calculer un petit peu tout ça. C'est pénible parce que on est sur une 4e vague épidémique, malheureusement, avec un variant qui est beaucoup plus transmissible aujourd'hui que tout ce qu'on a connu jusqu'à présent. Hein. D'où d'ailleurs la rapidité d'installation, d'où d'ailleurs effectivement le débordement des structures pour les gens qui n'étaient pas vaccinés. Hein. Vous voyez en fait la différence. Je dirais, les gens non vaccinés, bon, c'est des gens de moins de, on va dire, de moins de 35 ans, hein, grosso modo. Les gens qui sont au-delà de 35 ans commencent quand même à être pas mal protégés. Vous avez vu les courbes. Il y a une courbe, ça parle, elle est montée très très vite au plafond. Et dans le sens inverse, les plus de 80 ans, heureusement, la courbe ne monte que très peu. Vous avez d'autres questions? Moi, j'en ai mis une. Oui, vas-y, Olivier, vas-y. Alors, j'ai eu le Covid asymptomatique et ensuite, j'ai eu 2 doses de vaccin Pfizer et je voulais savoir si on avait la même protection dans mon cas que dans le cas de quelqu'un qui a 3 doses de vaccin. Alors, en théorie, c'est même meilleur. C'est même meilleur, puisque en fait, on sait que les gens qui ont normalement eu le Covid ont une stimulation immunitaire très très forte. Le vaccin conforte ça. Et puis, dans votre cas d'immunodéprimé, vous avez eu votre 3e dose en réalité, qui est la 2e. Et normalement, vous devriez avoir une immunité assez solide. Alors, malheureusement, hein, on a quand même des personnes qui ont fait 2 fois le Covid. Hein, ça existe. C'est rare, mais ça existe. Ce qui prouve que, voilà, on n'est pas à 100% certain, effectivement, quand on a eu le Covid, de ne pas le rattraper. Merci. Je vous en prie. Ouais, excusez-moi, je prends la parole vite fait. Olivier, ouais, pour compléter ce que vient de dire le docteur Leroy, moi, c'est vraiment une maladie quand même assez étrange. Dans mon centre de dialyse, donc j'ai une dame qui doit avoir les 75 ans. Elle a eu une première fois la Covid, ensuite elle a eu les 2 injections de vaccin et derrière, elle a encore attrapé le Covid de façon asymptomatique. Incroyable, quoi. Enfin, alors elle, je ne sais pas si je pense que c'est les IgG, c'est pas le spike. Mais là, ils lui ont fait justement, comme je disais, dans mon centre de dialyse, ils sont en train de nous parler de la 4e vaccination. Ils ont fait un petit peu le recensement de chacun. Et pour elle, alors là, ils ont fait une sérologie. Ils ont voulu lui faire une sérologie. Elle a 45 000 et quelques. Alors, je ne pense pas que ce soit le spike. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est incroyable. Cette dame, donc le Covid, 2 injections et le Covid derrière. Il y a encore des petites zones de mystère, je dirais, justement, en ce qui concerne, enfin, on voit bien qu'il y a des gens qui ont une protection, qui ont quand même une circulation du virus et peuvent avoir une circulation du virus sans être vraiment malades. Du coup, il y a des questions qui se posent. On a bien compris que l'important, c'était de protéger le poumon, mais il n'est pas certain que le fait d'avoir en fait des anticorps anti-S, protège tous les organes de la même manière. Et donc, en fait, les symptômes, quand on dit qu'on n'a pas de symptômes ou peu de symptômes, c'est souvent parce qu'il n'y a pas de symptomatologie pulmonaire. Sauf que la symptomatologie au niveau du cœur, au niveau effectivement du cerveau, aujourd'hui, on est encore un tout petit peu en train de la découvrir. Et donc, il est possible sans doute d'avoir une circulation du virus tout en ayant effectivement des anticorps, ce qui montre qu'aujourd'hui, certains virus pourraient aussi probablement être mal appréhendés par des anticorps anti-S, avec peut-être pas des variants, mais en tout cas avec effectivement un virus un peu particulier. Variant, c'est quelque chose qui est bien établi, et chaque virus peut avoir une identité un peu différente. Et dans un certain nombre de cas, malheureusement, on voit bien que le virus circule, peut effectivement contaminer quelqu'un et avoir une expression, je dirais, clinique qui est très faible. Tant mieux pour eux, hein, quand même. Ce qu'il faut se dire, c'est tant mieux pour eux. C'est dommage parce que malheureusement, quand il y a des gens fragiles dans l'entourage, dans l'environnement, évidemment, ça redonne un risque. Mais tant mieux qu'il puisse y avoir aussi, je dirais, des gens totalement protégés et qui ne développent pas la maladie. D'autres questions? Oui, tout à l'heure, docteur, vous avez parlé qu'il y avait
je dirais, plus de risques pour les hommes que pour les femmes. Est-ce que ce serait la même chose concernant les groupes sanguins? Un groupe O par rapport à un groupe A, un plus par rapport à un moins? Je vous ai épargné cette slide, mais c'est un peu comme les fumeurs. Je ne dis pas ça parce que je vois beaucoup de volutes derrière vous, mais on a un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on avait, entre guillemets, des différences qui sont très minimes dans les groupes sanguins. C'est quelque chose de connu depuis longtemps, hein. C'est-à-dire qu'en maladie infectieuse, le groupe sanguin n'est pas forcément vraiment protecteur, mais les gens sont peut-être moins susceptibles d'être récepteurs à certains virus, à certaines bactéries. Et du coup, c'est un patrimoine génétique plus qu'autre chose. Et donc, ce n'est pas une vraie protection. En tout cas, vous ne pouvez pas compter là-dessus. Ce n'est pas effectivement un facteur de protection de 2, de 3, de 4, comme vous avez pu le voir effectivement sur les images. On est sur en fait une impression plus positive, plus négative avec les groupes sanguins. C'est trop faible pour être jugé comme vraiment protecteur ou vraiment effectivement à risque. Parce que si vous mettez la moyenne, je dirais, on va se répartir tous à peu près dans les, allez, ça fait quoi, 4-5 groupes sanguins. Et donc, la moyenne, ça va être quoi? C'est le A, c'est le B, c'est le O, c'est les résus négatifs, c'est les résus positifs. Vous voyez qu'une fois qu'on a effectivement tout ça, qui est le plus protégé? Alors, si vous prenez un petit peu au milieu, eh ben, vous allez trouver des petites différences avec un groupe sanguin O, peut-être effectivement des petites différences avec un B. B-, par exemple, est effectivement un groupe très rare en France. Ce n'est pas une donnée qui est rentabilisée. C'est pas une donnée qui est probante. C'est ça la conclusion. Okay. Si je reviens sur la question concernant les immunosuppresseurs, est-ce qu'aujourd'hui, en tant que néphrologue, vous avez pu voir qu'il y avait peut-être certains médicaments qui sont plus destructeurs, je dirais, des anticorps qu'un autre ou pas? On parlait par exemple du CEP7 qui semblait être un peu, je dirais, être une particularité qui est excellent concernant l'anti-rejet, mais qui aurait, il semblerait, d'autres phénomènes qui empêcheraient justement de créer des anticorps. C'est un produit qu'on connaît depuis longtemps, qui pose effectivement d'autres problèmes, hein. On a des effets secondaires avec tous les traitements anti-rejet. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire ça et je n'ai pas lu ça. Donc, je ne le sais pas. Peut-être qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des théories un peu échafaudées dans le milieu néphrologique, hein, mais je ne veux pas, ou pas que, parce que, évidemment, la greffe de rein est effectivement une des plus fréquentes. Il n'y a pas que les greffes de rein, il y a les greffes de cœur, les greffes de foie, les greffes de poumon, mais qui sont numériquement beaucoup moins importants. Et le problème des traitements anti-rejet existe vraiment, je dirais, par rapport à toutes les maladies infectieuses d'une façon générale. Il y a eu une nouvelle classe de traitements qui sont notamment le rituximab, des anticorps monoclonaux qui sont utilisés, qui sont immunosupprimants, suppresseurs, et certains sont nettement plus effectivement immunosuppresseurs que d'autres, avec donc du coup, je dirais, des populations qui ont été particulièrement à risque effectivement de Covid grave. Je ne dis pas qu'il y a une généralisation des anticorps monoclonaux, mais il y a eu un usage beaucoup plus large des anticorps monoclonaux dans les 5 dernières années, qui, du coup, engendre effectivement cette sensibilité particulière au risque de Covid. On est, je dirais, un petit peu en train d'analyser. Il y a, vous savez, les greffes d'organes solides, et puis il y a aussi les greffes de moelle, les greffes effectivement liquides. Il semble bien que effectivement les gens qui soient les plus immunodéprimés sont ceux justement pour lesquels on a fait des greffes de moelle. Ils sont plus à risque que les greffes d'organes. Sans vraiment de solution, hein, puisque évidemment, si on est greffé, c'est pas pour le plaisir, c'est vraiment parce qu'effectivement, on en a besoin, donc il n'y a pas de solution vraiment aujourd'hui, même si voilà,
Vis-à-vis des bactéries, on se défend plutôt pas mal grâce aux antibiotiques, mais effectivement, sur les virus, pour l'instant, les traitements antiviraux sont peu nombreux. Et justement, on parle beaucoup de vaccins, mais très peu de traitements. Pourtant, les traitements existent, mis à part le simple médicament, l'aspartame, voilà, qu'on préconise. Mais je dirais, dedans, pourquoi on ne parle pas de traitement anti-Covid? Parce qu'aujourd'hui, d'une façon générale, la pharmacopée vis-à-vis des virus est très dépourvue. Hein. On a fait beaucoup de progrès vis-à-vis de l'immunodéficience humaine, le VIH en français, mais on reste quand même avec, je dirais, des médicaments qui ont certes une belle efficacité, qui se sont simplifiés, mais aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas l'efficacité qu'on voudrait, c'est-à-dire guérir les gens. Les antibiotiques guérissent d'une infection. Aujourd'hui, les traitements antiviraux ne guérissent pas. Ils stabilisent une situation qui, malheureusement, un jour ou l'autre, peut se décompenser. Donc, aujourd'hui, les traitements antiviraux sont peu nombreux. Moi, je dirais que vous avez entendu parler d'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine, ça fait extrêmement longtemps que tout le monde savait qu'effectivement, elle a une activité antivirale. Mais c'est une activité antivirale de paillasse. Ce n'est pas une activité in vivo. Quand vous êtes sous traitement d'hydroxychloroquine, vous voyez bien qu'effectivement, les gens n'ont pas, entre guillemets, moins d'infections virales. Donc, ce qui s'est passé avec le professeur Raoult, il avait effectivement une certitude, il a défendu ses certitudes, ce qui scientifiquement est quelque chose de possible. Vous avez un peu la même chose avec l'ivermectine qui est en train de se passer aujourd'hui. L'ivermectine est un des rares antiparasitaires qu'on a. Si on l'utilise à tort et à travers, on aura en fait une résistance des parasites et on n'aura plus de traitement contre les parasites. L'hydroxychloroquine, c'est un peu différent puisque c'est un médicament du passé vis-à-vis des parasites. Du paludisme. Et donc aujourd'hui, ça posait un peu moins de problèmes. Sur l'ivermectine, ça pose vraiment un problème à l'OMS. On n'est pas, nous, Européens, ceux qui avons le plus de problèmes avec les parasites. Par contre, les pays en voie de développement ont des gros problèmes. Et le rendre inefficace l'ivermectine condamnera, je dirais, une très large partie de la population des pays en voie de développement. D'où une attitude très, très prudente. Vous savez que l'Institut Pasteur de Lille essaye à une recherche effectivement sur un produit ancien. Là encore, il faut laisser le temps aux essais de phase 3 pour avoir une conclusion qui sera, je l'espère, la plus nette possible. Oui, donc en fait, parce que moi, la question aussi est souvent posée, pourquoi on ne parle… En fait, la réponse, vous l'avez donnée, mais pas tout à fait, comment dire, je pense, de façon ferme. On va dire clairement qu'il n'y a pas de traitement aujourd'hui contre la Covid qui est reconnu scientifiquement et testé sur des vraies personnes suite à des études, ou alors en tout cas qui a été prouvé scientifiquement sur des personnes qui fonctionnent, entre guillemets. Le seul produit qui a démontré une efficacité sur les gens atteints de Covid grave, ce sont les corticoïdes. Vous les connaissez bien. Vous savez que malheureusement, ils ont effectivement d'autres effets, celui malheureusement de favoriser les infections, notamment bactériennes, et ou parfois de faire flamber certaines infections virales, mais ils ont l'énorme avantage d'avoir une forte efficacité sur l'inflammation. Et c'est pour ça que les corticoïdes sont intéressants dans le Covid grave, parce qu'on sait qu'il y a maintenant une hyper-réaction inflammatoire, que quand on diminue, on améliore, entre guillemets, justement l'évolution de la maladie chez les gens qui sont dans cette situation. Donc, le seul produit qui a démontré une efficacité, c'est la France qui l'a démontré, parce que c'était risqué de mettre des corticoïdes sur des gens qui avaient effectivement une forte infection. Eh bien, c'est effectivement les corticoïdes. Mais ça n'est pas un médicament qui guérit. C'est un médicament qui améliore l'état inflammatoire, mais ça ne guérit pas du Covid. C'est ça. Non, merci beaucoup, parce que c'est vrai que c'est souvent cette objection-là qu'on nous donne, souvent quand les gens parlent de vaccination qui sont pas très… qui parlent des traitements, mais en fait, ce n'est pas des traitements voilà, dont on a eu la preuve. Et ce qui, effectivement, les antibiotiques plus le corticoïde, c'est ce qui était donné au début, c'est ce qui a été donné à l'hôpital, par exemple, aux personnes qui étaient dans des cas assez significatifs.
Donc, ah oui, j'ai une autre question par rapport aux personnes qui ont eu un AVC. Quel est le vaccin qu'on peut préconiser dans ce cas-là pour une personne qui a été déjà touchée par un AVC? Alors, votre question, sans le dire, pose le problème en fait des caillots sanguins avec certains vaccins. Absolument, absolument, oui. Excusez-moi. Non, mais il vaut mieux dire pourquoi est-ce qu'on se pose la question. Alors, aujourd'hui, ce qui s'appelle donc les thrombophlébite, qui s'appellent les caillots sanguins, il faut savoir en fait que c'est un mécanisme qui est un mécanisme immunoallergique de consommation des plaquettes qui provoque justement effectivement ces accidents. Donc, l'interférence avec un accident vasculaire cérébral, je dirais, est quasiment nulle. Évidemment, quelqu'un qui a fait un accident vasculaire fraîchement ne pourrait pas recevoir ces vaccins, ce n'est pas une bonne idée, mais il n'y a pas d'interférence théorique entre effectivement les vaccins vecteurs viraux qui peuvent induire effectivement un équivalent d'AVC et le fait d'avoir eu un AVC. Aujourd'hui, c'est quasiment éliminé. Je ne dis pas qu'on sait un peu mieux les reconnaître, mais pas dans tous les cas, malheureusement, mais il est quand même noté qu'en fait, on a une consommation des plaquettes avant que ces accidents surviennent dans un grand nombre de cas, pas 100%. Et donc, les gens qui reçoivent en fait un vaccin de type AstraZeneca, aujourd'hui, doivent, et sont prévenus normalement, rester vigilants par rapport au fait d'avoir des hématomes, d'avoir éventuellement un segment anormal, et dans ces conditions, devoir consulter. Et pour le coup, il commence à y avoir effectivement un certain nombre de traitements qui sont proposés avec des algorithmes de prise en charge. On évite l'héparine, justement, parce qu'on est en fait sur un mécanisme qui est très, très proche de celui de l'allergie aux héparines, qui existe, qui est connu depuis longtemps. Qui fait que quand on vous fait une petite piqûre dans le ventre pour éviter les phlébites, on surveille vos plaquettes. C'est un peu le même mécanisme que celui, effectivement, qui est déclenché par le vaccin chez quelques personnes. Il faut se souvenir quand même qu'aujourd'hui, effectivement, vous avez beaucoup plus de risques en fumant et en prenant la pilule que effectivement en recevant le vaccin AstraZeneca de développer ce qu'on appelle une thrombophlébite. Il y a des petites différences entre les deux tableaux, mais effectivement, vous avez un risque qui est qui est presque entre 10 et 40 fois supérieur en fumant ou en prenant un œstroprogestatif, un contraceptif, que effectivement en recevant le vaccin. Et ça, c'est bien dommage qu'il ne l'ait pas crié haut et fort quand il y avait justement ces suspicions de thrombose avec le vaccin AstraZeneca, parce que, comme vous dites, il y a 40 fois plus de chances d'avoir ce genre de problème en fumant et en prenant la pilule. Malheureusement, ça n'a pas été dit assez fort, je trouve. Ça fait partie des choses qu'il faut relativiser. C'est pareil, vous entendez parler des myocardites chez l'enfant. On dit que les enfants ne sont pas à risque de Covid grave. Les chiffres ne sont pas très connus, mais en gros, on sait qu'il y a dans la tranche des 12-18 eu 10 décès d'enfants. C'est peu, mais voilà, qui sont imputés au Covid, qui existent. Et donc aujourd'hui, l'intérêt de la vaccination chez l'enfant, c'est évidemment d'essayer d'éviter cela. Ce n'est pas totalement évitable, ça c'est clair. Il y a des myocardites qui peuvent être induites, mais on se rend compte que pour une cinquantaine de myocardites chez l'enfant, on a 250 hospitalisations en réanimation, on a effectivement 6 décès de possibles, grosso modo, par million de doses injectées. Voilà. Donc, on évite effectivement un certain nombre de choses et malheureusement, en vaccinant, on risque, c'est vrai, de créer effectivement aussi des effets indésirables, parfois graves. Et les myocardites chez l'enfant font partie des préoccupations. Et donc, on apprend aussi, je dirais, en observant justement finement ce qui se passe, avec les moyens qui sont les nôtres maintenant, un peu différent de certaines vaccinations un peu antiques, qui peuvent aussi générer un certain nombre d'accidents, mais qui sont maintenant communément admis, et on n'en parle plus. Donc oui, il faut tout relativiser. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'aurais une question du coup sur la vaccination. En revanche, ce que vous aviez dit au début, c'est les enfants qui sont inférieurs de 12 à 18, c'est ça, on va les vacciner. Et vous pensez qu'à un moment donné, les enfants qui sont moins âgés seront eux aussi vaccinés ou pas?
Oui. C'est commencé. Hein, Israël, par exemple, a commencé effectivement une vaccination des 6-12, notamment ceux qui seraient avec, je dirais, des problèmes de santé, parce qu'on voit que vous avez vu les schémas, les plus de 80 ans, les plus de 75 ans, c'est évident, mais il y a des gens qui sont effectivement moins âgés, qui peuvent malheureusement décéder du Covid. C'est particulièrement ceux qui ont des problèmes de santé. Et chez les enfants, ceux qui sont décédés sont particulièrement ceux qui avaient des facteurs de risque. Et donc, il y a aussi en dessous de 12 ans des enfants qui ont des facteurs de risque. Et c'est cela qu'on va commencer par essayer de protéger. Il y a des essais cliniques qui ont été lancés. Il y a des essais, puisque en l'occurrence, l'État d'Israël, quand il fait ça, ne fait pas un essai clinique, il fait en fait une observation de sa population. Mais les Pfizer et autres ont commencé à regarder effectivement la vaccination des 6-12 pour essayer d'avoir des propositions. Il est possible d'ailleurs que les enfants ne nécessitent pas forcément 2 doses. Il est possible qu'on ne fasse qu'une dose, par exemple. Ça pourrait être une solution. Ça pourrait être une solution. On est vraiment sur le tout début de proposition là-dessus. Il va falloir encore quelques mois avant de pouvoir répondre. Mais oui, les enfants plus jeunes pourraient être vaccinés. Là encore, il y aura d'autres vaccins également qui pourront peut-être faciliter cette vaccination. Ok, merci. Moi. Vous avez d'autres questions? Oui. Allez-y. C'est un peu plus général. Je voudrais savoir, est-ce que vous pensez qu'on va arriver un jour à avoir une Covid comme la grippe, considérer que c'est une maladie et qu'on luttera pareil et qu'il y aura moins d'importance, ça sera moins dangereux, tout simplement, ça sera banalisé, une immunité collective ou un moyen? C'est vrai que la France est pas mal partie. Parce que quand vous regardez l'immunité, on est en train de dépasser Israël, on est en train de dépasser des pays qui étaient en avance sur nous, l'Allemagne. Il ne faut pas s'arrêter parce que voilà, il y a cette 4e vague et clairement la vaccination est une des solutions. Plus il y aura de gens vaccinés, moins on aura de risque que effectivement le virus revienne de façon saisonnière. Le risque, c'est effectivement de rester dans un entre-deux, c'est-à-dire d'avoir peut-être 70%, 72% de la population vaccinée, avec une population avec 10%, par exemple, peut-être 15% des gens qui ont eu le Covid. Et du coup, il reste un pourcentage de X personnes qui n'ont pas de protection et qui, malheureusement, continuent de faire des clusters et font qu'il puisse y avoir une saisonnalité. Alors, je vais vous révéler une chose, c'est que le coronavirus, à Rouen, on a en fait un outil qui s'appelle l'entrepôt de données de santé. Et quand on regarde les coronavirus, vous connaissez le Covid-19, mais il y avait déjà 4 coronavirus qu'on connaissait, qu'on rencontrait très rarement chez l'adulte, beaucoup plus souvent chez les enfants, et qui tous les hivers, depuis plusieurs années, qu'on avait les moyens de détection, en fait, revenaient tous les hivers. Donc le coronavirus, il est déjà saisonnier en France, en Europe. C'est juste qu'on avait peu de moyens pour le détecter ailleurs que dans les CHU ou ailleurs que dans les endroits où il y a un service de virologie. Et donc, du coup, il y avait tout un tas d'enfants qui faisaient en fait une infection virale, hivernale, qui les faisait tousser. Et puis, bon, bah voilà, on disait c'est la grippe, on disait c'est un virus syncytial, c'est un virus respiratoire. Enfin, on ne l'étiquetait pas bien. Et quand en fait, ils étaient hospitalisés parce que c'était un peu trop sérieux, bah, on chopait en fait un virus, un coronavirus. Donc, votre réponse, elle est double. C'est le coronavirus est déjà saisonnier. C'est juste pour le Covid-19 que l'on ne sait pas s'il pourrait s'installer de façon saisonnière et on ne sait pas encore si effectivement il ne va pas, entre guillemets, muter pour devenir une forme, je dirais, un peu moins agressive. Parce que là, on a sur des formes qui sont très agressives sur le plan, effectivement, de la capacité à infecter les gens et provoquer des maladies graves qu'on ne voyait pas chez les enfants. Et là, les mutations du virus peuvent effectivement conduire à justement une évolution différente. Merci. Merci beaucoup. Il y a une question de Valérie. Est-ce qu'on connaît la part des immunodéprimés vaccinés par rapport aux non-vaccinés pour les greffés rénaux? Non, ça, je ne suis pas capable de répondre là-dessus. En France, malheureusement, pour répondre à cette question,
ça veut dire avoir un accès, si vous voulez, à des bases qui sont quand même très réservées parce que ça touche à l'identité des personnes et au traitement qu'ils reçoivent. C'est des choses qu'on saura un jour, mais pour l'instant, on n'a pas ces données en temps réel, j'allais dire, comme les autres données. C'est possible de le faire parce qu'on a, en fait, si vous voulez, des données de sécu avec des séances d'hémodialyse. On a effectivement des données de consommation médicamenteuse. Donc, quelque part, on peut repérer, entre guillemets, les gens. Après, on peut le faire aussi sur une enquête, hein, évidemment, mais sauf qu'une fois qu'on a, je dirais, enquêté 2000 personnes, c'est bien le max, alors que les données de consommation seraient beaucoup plus larges. Donc, je pense qu'on pourrait effectivement le croiser, mais vous savez que les médecins traitants, pour obtenir la liste des patients vaccinés, pour éviter de passer des dizaines de coups de téléphone pour proposer des vaccins quand ils en ont eu toutes les peines du monde à avoir ces listes. Et donc, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'un petit peu encadré par la CNIL et c'est difficile à faire. Mais on aura ces données-là un jour. Merci beaucoup. Écoutez, là, il est 19h30. Hein. Si vous avez d'autres questions, ce serait chouette. Après, sinon, on peut éventuellement s'arrêter là. Ou si vous avez d'autres choses à échanger, votre expérience peut-être vis-à-vis de ce contexte qui est un petit peu compliqué. Je reparcours le fil et je voyais en fait une interrogation de Valérie Boyer qui disait: y a-t-il un réel bon rapport bénéfice-risque à se faire vacciner pour nous les immunodéprimés? Oui. Voilà, la réponse est la plus claire possible, oui. Merci en tout cas pour ça. Après, je ne sais pas si, après, bon, c'est moi à titre personnel, là, il y a des, comment dire, avec les nouvelles mesures, donc le pass sanitaire, toutes ces choses-là, justement, en tant que personne fragile, moi, vous avez déjà un petit peu répondu tout à l'heure hein, qu'il fallait vraiment faire très, très attention. Néanmoins, il y a des personnes, moi, que je côtoie qui n'ont pas du tout eu ni une dose, ni deux doses de vaccin. Donc, dans ce cas-là, est-ce qu'il faut que je poursuive, entre guillemets, la distanciation sociale? Oui. Néanmoins, dans quelle mesure il ne faudrait pas que je les côtoie ou pas? Parce que, par exemple, je reçois des gens chez moi. Je peux pas savoir. Est-ce qu'il faut avoir l'application pour contrôler les passes sanitaires à la porte de l'appartement? C'est ça. Moi, je pense que non, mais enfin, voilà, et si vous savez que c'est des gens qui ont… l'exemple un peu typique, si vous voulez, il y a une époque où, quand on participait à un banquet de mariage, grosso modo à Noël, on disait quoi? On disait: faites-vous un test rapide à la pharmacie avant effectivement d'y participer. C'est pas idiot. C'est les gens qui vont avoir été, je dirais, dans des grandes manifestations, tout ça, c'est les gens qu'il faudrait peut-être effectivement quarantainer pendant quelques jours, 8-10 jours avant effectivement de trop les fréquenter quand on est particulièrement fragile. C'est ce que je vous disais, c'est cette sensibilité, notamment en période très épidémique actuelle, où effectivement il faut être plus prudent tout de suite, peut-être que dans 3 mois, parce que dans 3 mois, ça sera forcément un peu descendu. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut effectivement garder cette sensibilité et peut-être qu'à une autre période, bien non, vous n'aurez pas ce problème. Parce qu'il faut ouvrir les fenêtres, mais effectivement, le fait de bien aérer, le fait de pas… Alors, enfin, on s'est fait un petit peu malmener, je dirais, par certaines enquêtes qui ont montré quand même que quand le taux de CO2 dans l'atmosphère était élevé, c'est un marqueur indirect, si vous voulez, de l'humidité et de l'absence de régénération de l'air. Et donc, évidemment, de situations dans lesquelles, effectivement, on peut favoriser la transmission des germes. Les avions ne sont pas de ce modèle-là. Pourquoi? Parce que les avions, en fait, ont un degré d'humidité qui est très faible, avec des systèmes de filtration, avec un système effectivement de réchauffage de l'air extérieur quand il y a de l'air extérieur qui rentre. Et du coup, vous avez effectivement dans l'avion très peu de transmission de virus. Par contre, les trains, ce n'est pas du tout les mêmes systèmes. On a tous pris des trains un peu surchargés l'été, dans lequel effectivement la climatisation, on se demande si elle existe. Et ben, typiquement, je pense qu'effectivement, en période, je dirais, de pic épidémique, il faudra être prudent. Il y a des milieux dans lesquels on va savoir repérer comme ça, où ce n'est pas raisonnable, effectivement, quand on est fragile, d'aller. Donc, je ne vous ai pas dit de ne pas prendre le train,
Mais quand on est fragile, prendre le bus, prendre le train, dans des transports, je dirais, du quotidien, hein, c'est sans doute s'exposer à un risque parce que là, il n'y a pas de contrôle de passe anti-sanitaire, enfin, de passe de protection. Donc, voilà, je crois qu'il va falloir effectivement réapprendre à faire ce genre de choses, notamment quand on est fragile ou susceptible, je dirais, de faire un Covid grave. Ah, merci. Et même si on est vacciné. Et même si on est vacciné. Oui, ce que vous avez dit tout à l'heure, insister sur ce point, ça c'est chouette. Mais oui. Anne. Oui, non, je me demandais du coup, parce qu'on parle du pass sanitaire qui est un peu, enfin, qui est réduit un peu à rien là maintenant avec les autotests et tout ça. Et puis le sujet où il serait autorisé de ne plus porter le masque dans les lieux où le pass sanitaire a été validé. Du coup, est-ce qu'on n'est pas plus en danger, entre guillemets, dans un lieu avec pass sanitaire sans masque? Même si nous on porte le masque, si les autres le portent pas, c'est moyen, quoi, plutôt que dans un lieu où tout le monde va porter son masque et sans passe, quoi. Vous avez résumé le problème. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait continuer avec le pass sanitaire et quand on peut, parce que manger avec un masque, c'est quand même pas possible, mais Oui, effectivement, ça, porter c'est un sûr. masque. Voilà. Non, mais je pense que c'est ça, c'est littéralement ça. C'est et pas ou. Et à propos des filtrations, là, parce qu'on dit dans l'avion, enfin voilà, les filtres et du coup le CO2 enfin bref, Alors, le l'air CO2, est renouvelé, mais ouais, est-ce que voilà, si on a à côté de nous, oui, c'est juste un indicateur, oui, je suis d'accord, pardon, excusez-moi. Mais si si c'est la personne qui est à côté de nous qui est contaminée, malgré ce renouvellement de l'air, est-ce que vous n'avez évidemment pas de garantie, mais avec non, effectivement le pass sanitaire, les tests avant de monter dans l'avion, vu c'est la effectivement limite. le système de circulation de l'air des avions, vous avez quand même très très peu de risques. Et donc après, c'est du domaine de pas de chance parce que effectivement, si c'est quelqu'un qui est assis à côté de vous, c'est évidemment plus à risque. Donc, on voit quand même, en ce qui concerne le Covid, pour vous donner en fait une vision, je dirais un peu plus médicale, dans le personnel médical, dans le personnel soignant qui se contamine par le Covid, c'est très souvent quand même des grosses fautes, c'est-à-dire effectivement des gens à la pause ou des gens qui vont avoir fait des fautes d'asepsie. Le fait, si vous voulez, de se vêtir, de porter un masque aujourd'hui, les gens ne sont pas en scaphandre pour aller autour de gens qui ont le Covid. Donc, la contamination n'est pas si facile que ça quand on prend quand même un minimum de précautions. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas se contenter effectivement je dirais, avoir un masque en tissu. Il faut effectivement revenir à des masques chirurgicaux qui ont une filtration qui est meilleure. Le masque en tissu, normalement, il est plus recommandé depuis quelques semaines, enfin, dire même On en quelques voit toujours mois. partout, hein. Exactement. Après, moi, je dirais qu'il y a pas mal de questions qui sont aussi un peu en suspens, puisqu'en fait, en fréquentant quand même assez souvent le milieu hospitalier, moi, j'ai emmené une amie aux urgences il n'y a pas très longtemps. Par exemple, à l'accueil, il y a beaucoup de personnes qui n'avaient pas de masque, par exemple, ou le masque sous le… Je ne parle pas des patients, hein, je parle du personnel soignant. C'était dans le sud de la France. Et là, par exemple, voilà, moi, ça m'interpelle. Après, j'ai envie de dire, on ne peut pas être parano sur tout, mais en même temps, cet effort de protection, entre guillemets, de mesures barrières, s'il n'est pas respecté par tous, en fait, et tout le temps, c'est difficile aussi de se sentir, comment dire, en sécurité, et même dans des endroits où on devrait l'être par définition. Donc, c'est vrai que je sais que nous, en fait, en tant que personnes fragiles, on fait beaucoup d'efforts, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans cette visio qui disons, ont passé beaucoup de temps chez eux pendant toute cette période un peu compliquée. Et c'est vrai que là, on a un peu cette opportunité parce qu'on a été vaccinés ou en tout cas, en cours de la vaccination totale, on se dit que c'est un peu la liberté. Mais effectivement, comme vous dites, la période n'étant pas très propice, c'est assez difficile en fait.
Mais bon, je pense qu'on a, je pense là maintenant suffisamment d'infos pour être sensibilisés à l'importance de notre protection individuelle, mais aussi pour le bien de tous, quoi. Donc voilà, donc j'espère qu'on va passer en tout cas cette période en tout cas difficile et pouvoir se revoir dans quelques temps quand ça ira mieux. Mais bon, voilà. En tout cas, moi, je tenais vraiment à vous remercier de votre présence, à vous et aussi à Corinne, hein, que je vois dans une petite capsule là, et à tous les participants, parce que c'est vrai que c'est les vacances. Il y a beaucoup de personnes, je pense, qui ont dû prendre un petit peu sur leur temps de vacances pour être présentes. Et en tout cas, merci à tous. Et puis, je croyais qu'il y avait une main levée, mais c'était peut-être une main levée ancienne, non? Non, c'est un applause. Ah, d'accord. Ah, merci. Merci. Pour le docteur et pour toi, Béatrice. Ah, bah, Oui, c'est merci gentil. beaucoup. Oui. C'est gentil, en tout cas, merci beaucoup. Merci Valérie de nous remercier. Donc, j'espère à bientôt dans des conditions un peu plus favorables. Merci beaucoup, hein, Corinne et Jean-Philippe, d'être là ce soir parce qu'on a besoin, je pense, en tant que fragile, d'avoir justement ces informations et d'être rassurés. Et donc, j'espère que même si on n'avait pas des réponses exactes, parce qu'on est de toute façon dans la nouveauté, et qu'on sera tous protégés, qu'on va tous faire attention. Et puis que je vous souhaite de bonnes vacances si vous n'êtes pas encore partis. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Bon courage à tous et vaccinez-vous.